Heureux de vous accueillir, très heureux de vous retrouver. Soyez bienvenus pour ce nouveau numéro de Kiosque. Nous allons parcourir l'actualité des 7 derniers jours. Une actualité encore chargée. Alors qu'allons-nous aborder ? Bien, au menu, nous reviendrons sur l'arrestation du criminel de guerre présumé Vlatko Mladic. Nous parlerons du G8, les pays industrialisés, les pays les plus riches de la planète qui se sont retrouvés pendant 2 jours au sommet de Deauville. Nous reviendrons également sur le printemps arabe. Il semble que Kadhafi soit de plus en plus isolé. Et puis nous évoquerons l'Espagne où des milliers de manifestants, les indignés, continuent à défier le pouvoir. Pour aborder tous ces thèmes, pour les commenter, pour en discuter, nous recevons aujourd'hui à la table de Kiosque Ziad Imam, qui est l'éditorialiste et le directeur du mensuel Afrique Magazine. Nous recevons Vadim Glusker, le correspondant parisien de la chaîne privée NTV, la chaîne russe. Dorothée Hahn, qui est de passage à Paris, après avoir dirigé à Paris le bureau de la Tageszeitung, elle est depuis 2 ans à Washington. Elle commentera avec nous ce double regard sur l'actualité. Paola Martinez-Infante, journaliste indépendante chilienne, également avec nous, merci. Juan Pedro Quiñonero, du quotidien de centre droit ABC, le quotidien espagnol. Et puis Ruoling Zhang de Wen Huibao, le quotidien du sud de la Chine. Tout d'abord, donc, l'édito de Julien Brune autour de la situation de Ratko Mladic. Depuis 16 ans, l'ancien général serbe était recherché par la justice internationale, soupçonné d'être l'organisateur, l'instigateur du génocide de Srebrenica en Bosnie, où 8000 musulmans avaient été tués. Mladic devra répondre de ces crimes présumés devant le tribunal pénal international. La guerre de l'ex-Yougoslavie, la dernière guerre qu'il y ait eu en Europe, va peut-être enfin livrer ses ultimes secrets. Julien Brune. Donc, avec l'arrestation de Ratko Mladic, il sera peut-être enfin dit, même si ça a mis du temps, qu'il n'est plus possible de faire, en Europe et peut-être demain, partout dans le monde, des guerres sales, impunément. Mais enfin, la guerre, c'est toujours sale. Oui, mais il ne faut pas confondre les sales guerres, elles le sont toujours, mais il y en a auxquelles on ne peut pas échapper, et les guerres sales. Une guerre sale est une guerre qui précipite les civils dans le chaos et la mort, volontairement et sur une longue durée. Les guerres de dislocation de la Yougoslavie de 1991 à 1995 furent toutes, de ce point de vue, des guerres sales. Des militaires ou même des paramilitaires n'ont pas respecté les règles de la guerre, qui existent comme existe la guerre, avec ce pic dans l'horreur, le massacre de milliers d'hommes civils à Srebrenica, massacre dont Ratko Mladic fut le donneur d'ordre et l'organisateur présumé. On aime bien la présomption d'innocence par les temps qui courent. Mais c'est normal, c'est la règle justement. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, institué en pleine guerre par l'ONU, spécialement pour poursuivre tous ceux qui ont ordonné à leurs subordonnés, d'ailleurs consentants, de transgresser ces règles, va donc pouvoir juger son 160e criminel de guerre, présumé, sur les 161 dont il avait dressé la liste. Le 161e est toujours, ou plutôt encore, en fuite. Sur la liste, il y avait des Serbes, mais aussi des Croates et des Bosniaques. Malgré ses travers, et en particulier sa lenteur, pour Milosevic, 50 procès mais pas de jugement puisqu'il a fini par mourir avant d'être jugé, ce tribunal peut donc en définitive se targuer d'avoir accompli sa mission. Non pas avoir empêché les crimes de guerre, ne rêvons pas, mais au moins les punir dans les règles. Alors, la presse internationale a réagi autour de cette arrestation. Voici un quotidien serbe qui nous dit sobrement Ratko Mladic derrière les barreaux. Au Kosovo, le boucher des Balkans arrêté, évidemment une distance critique beaucoup plus forte autour de Mladic. En Israël, après des années de clandestinité, le dernier responsable du génocide de Srebrenica a été arrêté. C'est ce que dit le quotidien israélien Haaretz, que vous voyez ici. Globe and Mail au Canada, Mladic arrêté, une page sombre se tourne, enfin elle sera tournée lorsque le procès aura eu lieu. Et au Portugal, on réagit également à la une de Publico, ici, Mladic arrêté, la Serbie tourne une page et se rapproche de l'Union européenne, puisqu'en effet, certains ont pu affirmer que cette arrestation en forme de livraison était une façon de donner des gages à Bruxelles. En Allemagne, Die Tageszeitung nous dit Mladic doit être envoyé à La Haye. Eh bien, c'est ce qui va être très prochainement fait, Dorothée. Alors, réaction internationale, donc, on sait que pendant cette guerre, la Russie n'avait pas été parmi les pays qui condamnaient le plus
la cause serbe. Comment réagit-on aujourd'hui? On a tourné la page. La Russie post-démocratique, au fond, a oublié. On a tourné la page d'une façon qu'il ne faut pas quand même, disons, comparer, si on peut dire comme ça, Mladic, par exemple, à Milosevic. Pour les Russes, pour les pouvoirs russes, Ratko Mladic, était toujours criminel de guerre. Et ça, c'est par exemple, il n'était jamais ni caché en Russie, ni demandé même un exil politique en Russie. Ce qui s'est passé, c'est vrai, avec Milosevic, parce qu'il avait pas mal de doutes. Où est-il passé? Il était chez nous. Il était le chef politique, il était chez nous. Après, et en plus, il était, par exemple, le frère de Milosevic, qui était pendant des années l'ambassadeur de la Serbie, de la Yougoslavie encore à l'époque, à Moscou. Donc ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Mladic, c'est pour la Russie, c'est le criminel de guerre. Seule chose que Moscou maintenant parle, de quoi on parle beaucoup chez nous, et je pense que dans le monde entier aussi, ça c'est quand même assez étonnant et bizarre qu'il était toujours dans son village, disons, natal, chez lui. Ça prouve quand même des complicités. Ça prouve beaucoup de choses. Et c'est vrai que peut-être, quand dans cet édito, c'était dit que peut-être c'est vrai que la guerre tourne sa page, c'est vrai que peut-être c'est plutôt une histoire de Mladic. Pour terminer, je pense qu'une histoire vraiment serbe. Et si eux-mêmes, ils ont décidé de rendre Mladic à la justice, de livrer à la justice, peut-être c'est vrai, ils veulent à tout prix aller à l'Union européenne, et c'était une sorte de condition. D'accord. Donc Moscou ne prendra pas sa défense. Pas du tout. Du tout. Votre journal, Dorothea, nous dit que Mladic doit être envoyé à La Haye. Ce qui va être fait, on se réjouit en Allemagne de l'arrestation de Mladic? Oui. Mais on se pose évidemment les mêmes questions. Pourquoi ça a duré aussi longtemps? Pourquoi ces réseaux étaient aussi résistants? Mais finalement, c'est une bonne étape dans cette histoire. Personnellement, je regarde ça aussi un peu en pensant aux États-Unis et à l'avant-dernière criminelle chassé par plein d'armées internationales, c'était Ben Laden. Et je trouve que cette sortie ici, on l'arrête, on le met devant la justice et on permet tout ce process cathartique qui peut être la justice. C'est une très bonne solution. Et en effet, il va être jugé à La Haye. Souhaitons que le procès soit plus rapide que les 5 années d'un autre qui est mort donc avant d'avoir pu être jugé. La Chine s'intéresse à cette affaire, à la guerre de l'ex-Yougoslavie, à ses suites, ou c'est un peu loin des sujets de préoccupation? C'est un peu loin quand même. Ouais. C'est un peu loin. On suit, on fait des papiers très neutres, très vagues, très générales pour parler de ça. Mais quand même, je suis tout à fait d'accord avec mon consoeur allemand. Dorothea. Oui, c'est mieux que donner un balle dans la tête. Ah, Ben Laden. Il faut le juger, quand il a des crimes, il faut le juger. En Amérique latine et au Chili, Paula, qu'est-ce qu'il y a des... Je les prends. Quand il faut les juger, mais il faut faire attention. Parfois, les jugements, ça peut prendre des années. Ce qui s'est passé avec Milosevic. Milosevic meurt, ce qui nous est arrivé avec Pinochet, qui a été arrêté à Londres. Finalement, il a tout un baratin qui a dit non, je suis sénile, je ne peux pas aller devant la justice. Ça a duré de longues années et finalement, il est mort. C'est un peu le système de défense de Mladic qui semble dire j'ai eu un accident cérébral. Ça me ressemble finalement au même scénario. Et ça me fait peur parce que finalement, qu'est-ce qu'ils font la justice dans ces cas-là? C'est qu'ils laissent passer le temps. On n'arrive pas à saisir justement les coupables et à ne pas les juger comme il se doit. Et à un moment donné, les gens ils disent, quand ça lui convient, de dire je ne me rappelle plus de rien. D'ailleurs, il a dit ce matin qu'il ne se rappelle plus de rien, qu'il n'était pas pressant. Et il dit non, que ce n'est pas lui qui l'a fait. Je suis pour rien. Le merci est toujours les Russes, même dans l'État inconscient. Donc il faut faire très attention. Ça, c'est drôle parce qu'il remercie toujours les Russes, même dans l'État inconscient, entre guillemets. C'est une bonne chose qu'il soit arrêté, mais ça serait encore mieux que la justice aille vite. Et pas immobile, comme dans d'autres cas, on vient de le dire à l'instant. Réaction d'un autre Espagnol, Juan Pedro, pour l'Espagne, qui, on le verra, a d'autres préoccupations actuellement. Néanmoins, s'est intéressé à cette arrestation. Je crois que vu de l'Espagne, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel pour souligner un point important. La construction politique de l'Europe, au-delà des prix des concombres, les frontières avec le Maroc, machin, c'était aussi à l'origine une question des droits de l'homme et un modèle de société. Et sur ce point, l'histoire, même si la justice européenne n'est pas toujours un modèle de vitesse extrême, ça va dans le bon sens. Et la détention,
souhaitable le jugement du monsieur, c'est quelque chose d'extrêmement important sur les principes même de la construction politique de l'Europe. Ziad, est-ce que ça ne pourrait pas amener peut-être certains chefs militaires qui actuellement sont en train de faire preuve d'un grand talent, je pense notamment à la Libye ou à la Syrie, de se dire qu'il faut quand même qu'on fasse gaffe parce que la justice finit tôt ou tard par nous rattraper? Le problème de la justice internationale, c'est un problème très compliqué quand on le voit du Sud, parce que un des arguments, tout le monde est d'accord sur les principes d'une justice internationale, qui a des crimes internationaux, qui a des crimes imprescriptibles, mais on a un peu tendance à considérer que cette justice s'applique essentiellement à des chefs d'État ou à des chefs de guerre ou à des militaires venus du Sud. Du vainqueur, comme on dit. Et la justice du vainqueur, et dans le rapport Nord-Sud, c'est beaucoup les gens du Sud. Et par exemple, on ressort toujours la vieille histoire que qui pourrait un jour juger un général américain pour le crime de guerre commis en Irak? Personne ne peut juger les généraux qui ont fait Abu Ghraib. Personne ne pourra jamais mettre son nez dans les invasions d'Irak et de l'Afghanistan. Donc, bon, sur le principe, tout le monde est d'accord. Après, dans le détail, on dit que c'est quand même un peu une justice de vainqueur. La deuxième chose, c'est que l'OTAN, c'est important en ce moment dans la perception du Sud, puisque les bombardements sur la Libye, on en reparlera tout à l'heure. Et la troisième chose, je pense que peut-être en dehors de l'Europe, il y a quand même le fait que la Serbie change. Et je trouve entrer dans l'Union européenne. Non, mais clairement. je pense que le rapport de force politique à l'intérieur de la Serbie est en faveur quand même plus aujourd'hui des libéraux que des extrémistes. Et donc c'est un pays qui change au contact de l'Europe, avec son désir d'Europe. Ce pays, politiquement, est en train de changer et de rentrer dans le moule, j'allais dire, des valeurs communes européennes. Et c'est pas totalement anodin, parce qu'il y a quand même des forces de résistance. On sait que le Kosovo, c'est un point de fixation nationaliste très fort. Donc, tout ça, c'est quand même plutôt optimiste pour la région, en tous les cas. Alors, 3 dessins pour terminer. Pardon ? Juste une phrase, si la justice va trop vite, elle peut aussi faire beaucoup de conneries. Donc on n'est pas pressé non plus. Mais 5 ans pour un procès. Oui, mais c'est quand même. Quand on voit la ligne de défense de Mladic qui dit aujourd'hui, Srebrenica, c'est pas moi. Il faut faire attention. C'était dans mon dos. Il faut voir comment... Nuremberg n'a pas duré 5 ans. Oui, et il y avait des choses très difficiles. Oui, mais c'était la justice, mais c'était la justice des vainqueurs. Il faut aussi de la façon comme il agit face à cette arrestation. Et je me rappelle bien aussi que quand Pinochet était arrêté à Londres, ça a dégénéré dans une sorte de va-et-vient des si, moi je t'aime, moi je te déteste. Et qu'on le voit maintenant aussi dans l'arrestation des Mladic. Donc il faut aussi faire attention à ce qui peut passer. C'est vrai, la Serbie, elle change, mais est-ce que ça aussi ouvre les droits de la défense des blessures très grandes dans une société? Alors, 3 dessins, je le disais au terme de cette page sur l'arrestation de Mladic, qui va être transféré donc à La Haye, au tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie. 3 dessins, celui de Kroll, tout d'abord. Vous voyez ici, Ratko Mladic a été arrêté, donc au bout de 16 ans. Eh bien, c'est pas trop tôt, dit-on dans le charnier, les 8000 victimes. Autre dessin, celui-là de Kishka, avec Srebrenica, vous le voyez ici, 36 000 habitants, non, c'est barré et rectifié, il n'y en avait plus que 28 000, puisque 8 000 habitants avaient été tués, et puis Milosevic, les pieds dans le sang. Et puis dilemme ici, arrestation du boucher de Srebrenica. Cette Europe est en train de tuer les petits artisans, et le boucher en question, qui est déjà en tôle avec pratiquement le drapeau européen qui flotte à l'arrière. Voilà pour cette page. Nous allons regarder les autres thèmes de l'actualité de la semaine à la une. Et nous allons pour cela en France, à Deauville, la célèbre ville de Normandie accueillait en effet le G8, c'est-à-dire la réunion des 8 pays les plus riches, les plus industrialisés de la planète. On voit ici Nicolas Sarkozy, Bill Clinton et Barack Obama, une persistance rétinienne. Ne me charriez pas, c'est gentil. Je n'ai pas parlé de l'Union soviétique aujourd'hui, Vadim. Alors je suis quand même dans une forme meilleure que d'habitude. Donc j'étais en train d'évoquer le sommet du G8 qui avait lieu à Deauville et où on a évoqué, entre autres thèmes, le printemps arabe sur lequel nous allons revenir puisque les pays occidentaux, les pays les plus riches de la planète en tout cas, ont décidé d'une aide de quelques 20 milliards d'euros pour soutenir ce processus de transformation démocratique. Peut-être déjà un mot sur le G8. Qui était parmi vous? Certains y sont allés. Moi, oui. Ouais, c'est sûr. Vous êtes pour. Voilà, c'est rentré hier. Et vous n'avez pas vu Clinton, on confirme. À part mais Madame, on a vu Obama. Oui. Voilà, vous avez très bien vu Obama. Oui. Alors, c'est un sommet qui sert à quelque chose? Question classique. Peut-être c'est un des rares sommets qui peut servir à quelque chose parce qu'au moins, cette fois-ci, ils ont décidé de donner 20 milliards de dollars à Égypte et Tunisie, sauf que pour l'instant, c'est quand même ridicule un petit peu parce que c'est les
les fonds internationaux monétaires qui vont s'occuper de tout ça et pour l'instant les gouvernements font rien. Ce qui était très curieux aussi, c'est le fait que Sarkozy comme président de ce sommet, disons comme ça, il a tellement chargé, disons comme ça, le programme. Ils ont parlé de tout. Ils ont parlé de la révolution, des révolutions arabes. Ils ont parlé d'Internet. C'est normal qu'ils ont provoqué un petit peu ces révolutions. Ils ont parlé de séisme au Japon. Ils ont du parlé FMI, de FMI, évidemment. Donc ils ont parlé de tout, de Libye, de Syrie. C'est vrai qu'en une journée et demie, évoquer tous ces sujets, c'est quand même... Donc il y avait trop de choses pour vous. Et en plus, Carla Bruni enceinte, première fois à l'apparition. Et c'est vrai que le deuxième journée, tout le monde parlait de ça. Vous avez travaillé vos dossiers, Vadim. Je vois ça, les dossiers internationaux, avec effectivement beaucoup d'intérêt. La Chine, c'est presque étonnant, le banquet de l'Amérique, la Chine qui n'est pas ce tour de table du G8. La Chine n'est pas le plus riche, ni industrialisé. Ni démocratique. Ah, ça c'est... Oui, maintenant, les G8... Attendez, on ne repart pas tout de suite là-dessus. S'il y a un caractère vraiment unique, c'est vrai, parce que Robinson peut être intarissable. On l'a déjà bien charrié dans cette émission. On en reparlera tout à l'heure peut-être avec d'autres thèmes sur les droits de l'homme. Là, je vous demande donc votre pays, qui est le banquier de l'Amérique, qui est le numéro 2 ou 3 mondial en termes économiques, n'est pas présent à ce sommet. Ça, on le regrette, ça frustre quelqu'un, ça, à Pékin? Qui regrette? La Chine? Oui, non, la Chine ne regrette pas, parce que la Chine n'a jamais eu l'intention d'être membre de G8 ou G9. Parce que la Chine est membre permanent de l'ONU, la Chine maintenant est membre de G20. Ouais. Pourquoi il veut être... Donc c'est un sommet reconnu, entre guillemets, les décisions sont reconnues par la Chine, attendu ou on s'en fiche à Pékin? Alors, il faut voir qu'est-ce qu'on fait à G8. Cette G8, c'est très très drôle, c'est qu'on fait beaucoup plus attention sur le Carla Bruni enceinte que tout ce sujet qu'on a discuté. Les 4 milliards, par exemple, mais il est comme ça, il s'intéresse beaucoup aux people. 40 milliards de dollars donnés aux pays arabes. Je ne sais pas qui est-ce qui prend ça au sérieux, parce que il y avait, je crois que quelques années, 10 ans, un G8 de Tokyo. Les pays les plus riches et les plus industrialisés ont promis aussi 40 milliards à la Russie. Démocratique à l'époque, en train de démocratiser. Mais ce somme d'argent n'est jamais arrivé. Et ces fois-ci, on demande d'où vient cet argent. D'accord. Donc vous dites, vu de Chine, c'est un sommet qui lance un certain nombre de promesses qui tardent à se réaliser, donc on ne prend pas trop au sérieux. Au départ, c'est un sommet qu'on bavarde, c'est tout. Et avant, on peut dire que c'est le leader du monde, et maintenant, ce n'est plus. On note bien que vous ne souhaitez même pas y participer. La Chine, on verra peut-être... Ça suffit avec un G2... Pardon ? Que la Chine, Pékin, c'est suffit avec un G2, Pékin-Washington. Oui, bien sûr. Tout le reste, c'est des petits nains sympathiques, mais qui ne gèrent pas même ces finances. La réalité du monde, c'est effectivement le face-à-face entre la Chine et les États-Unis. C'est un peu ce que vous nous dites. Pas un pays latino-américain non plus à ce sommet. Pas du tout. Mais à titre personnel, une chose qui m'agace beaucoup dans ces G8, qui en parle beaucoup dans les régions arabes, et les pays qui accueillent tous ces mondes-là, ils traitent très très mal les immigrants tunisiens qui viennent du nord de l'Afrique. Donc là, c'est point. On veut faire toute cette panoplie magnifique des va-et-vient, des rubans et des gens, des people aussi qui peuvent intervenir. Mais en même temps, je pense qu'on ne traite pas des fonds et on cache surtout les problèmes des fonds. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose que nous, on peut retenir, que peut-être on va en parler tout de suite après, c'est sur l'histoire de Lagarde et sa candidature au FMI. Ça a été beaucoup repris dans les réactions latino-américaines. Oui, puisqu'on sait que les pays émergents, comme on dit, souhaitent la présidence du Fonds monétaire international. Il insiste pour que ça soit aussi un fait réel. Hein. Ouais. Avant le G8, il y a une déclaration des 5 membres de BRIC pour dire que les pays émergents, Brésil, Russie, Inde, etc. Pour dire qu'ils sont opposés de la candidature de... Oui, mais ils sont minoritaires au FMI. On en parlera. Évidemment, pour le moment. Ils sont minoritaires. Allez-y. Non, allez-y. Non, il y a quand même un problème de gouvernance. Notre ami le traite avec humour, mais enfin, ce club autoproclamé de directeurs du monde endettés, en crise, qui n'ont pas d'argent, qui promettent de l'argent à tout le monde, qui n'ont plus depuis très longtemps, je trouve que c'est quand même un peu surréaliste. Et sans vouloir mettre la Russie c'est pas une puissance. Ils sont au G8 parce qu'ils ont une armée, parce qu'ils sont une puissance militaire, stratégique, mais économiquement, c'est tout petit par rapport à la Chine. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
La deuxième chose, c'est que c'est pas la première fois, comme tu as dit, qu'ils promettent de l'argent. Moi, j'ai le souvenir de l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne. Il y a 4-5 ans, on a fait un super plan de 70 milliards de dollars pour désendetter l'Afrique. Ça, on n'a pas vu un rond. La troisième chose, donc sur les pays arabes... Et dernière, on dit. Sur les pays arabes, qui est quand même un point très important, moi j'attends de voir les 40 milliards, mais le signal politique est très parlant. Parce que quand le G8 s'implique, quand les banques internationales, Banque mondiale, FMI vont s'impliquer, ça va générer derrière de l'argent peut-être privé qui va suivre, parce que les privés n'iront pas en Tunisie et en Égypte s'il n'y a pas des grosses couvertures politiques derrière qui disent allez-y. Mais on va voir où va aller l'argent. Enfin, on va parler du printemps arabe dans un instant, en effet. L'Allemagne était représentée, c'est assez facile de le savoir, puisque la chancelière, dans cette immense photo de famille de plusieurs dizaines de personnes, était la seule femme. Oui, et ça reste étonnant. Il y a une gouvernance du monde assez masculine. Ça reste étonnant. Ça ne représente pas nous autres, ça ne représente pas l'humanité. Mais en plus de ça, en regardant les médias français, j'ai constaté avec une grande surprise qu'Angela Merkel, elle n'y était pas. On ne la voit pas dans les photos, on ne les voit pas dans les titres. Et je pense que c'est en partie dû au fait qu'elle y est allée avec une agenda qui ne convenait pas du tout ni à Sarkozy ni à Obama. Et c'est une agenda antinucléaire. On sait bien que l'Allemagne a été le seul grand pays industrialisé qui, suite aux accidents nucléaires au Japon, a décidé on ferme certaines centrales nucléaires en Allemagne. Et la Suisse a annoncé qu'elle arrêtait son programme, dans une génération, dans une vingtaine d'années, mais qu'elle l'arrêtait. Et voilà. Et si entre les Allemands et les Suisses, on va prouver qu'on est capable de faire fonctionner une industrie, une économie sans le secteur nucléaire, en fomentant, en supportant très fortement les énergies autres, ça va être un problème pour un pays comme la France qui en vit. Et elle y est allée plutôt poussée par l'opposition et un mouvement qui dure depuis 40 ans finalement en Allemagne, à Deauville. Et on ne voit pas ça dans les récits français maintenant. J'ajoute un petit détail qui également est passé presque inaperçu dans les médias français. La semaine dernière, on a su au Japon que lors de l'accident nucléaire au Japon, c'était pas un seul meltdown, c'était pas 2 meltdowns, c'était 3 meltdowns. Ça veut dire 3 des pires accidents nucléaires imaginables. C'est avoué maintenant. Je trouve très difficile de passer ça outre sans le mentionner. Oui. Mais quand même, l'histoire de la gouvernance mondiale, moi je trouve que on en parle un peu vite comme si c'était pas très important, mais moi je trouve que c'est essentiel pour les années qui viennent. Comment intégrer la Chine, comment intégrer l'Inde, comment intégrer le Brésil, comment intégrer des voix africaines qui ne soient pas, excusez-moi, des faire-valoir qu'on invite parce que c'est sympa d'inviter les 3 Africains qui viennent de faire des élections et on les amène. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'un peu choquant dans le système oligarchique de la gestion. N'oublie pas que c'est presque dernier G8. Ça n'existera plus. Non, mais j'en sais rien, ils y tiennent. Non. Alors, c'est G20 et l'autre chose qui sera définitivement. Que je trouve intéressante, c'est à quel point Barack Obama, en général, le président américain écrase le G8. Il y a des photos de lui partout, il est le chef. À quel point ce président a l'air de regarder ça avec une certaine distance et de se préoccuper, lui, de son propre agenda, de ses propres objectifs. L'élection l'année prochaine. L'Iran, l'Afghanistan, l'Iran, Israël, tous les points importants. Mais il n'est pas le personnage central comme était George Bush ou le type vraiment autour duquel tout gravite. Là, c'est déjà plus... Ou Clinton, que j'avais cru voir. Oui. Vous voyez à quel point il était discret, Obama. Non, mais Berlusconi au G8, enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut qu'on s'assied, quoi. L'Italie, ça pèse quoi? À la limite, l'Espagne est un pays plus intéressant. Je dis pas ça contre nos amis italiens, mais il faut quand même poser les... L'Espagne a une très longue tradition des promesses cyniques des Européens et des Américains jamais accomplies. Des points de vue pratiques pour souligner toujours la même question. Le G8 promet de l'argent, 40 000 milliards. Bon, mais tout le problème, c'est dans quelles conditions les fonds monétaires internationaux, la BER et la Banque mondiale vont donner de l'argent. C'est une question pratique extrêmement importante. Et quand l'argent va arriver, ça peut prendre des années, autant que les jugements de la vie. Bien sûr. Sans compter qu'il y a un autre petit détail que jamais souligné, c'est que la délégation japonaise a beaucoup insisté des craintes américaines, canadiennes et des États-Unis, c'est-à-dire les non-européens, pour la crise de l'euro, la crise de la Grèce et la crise des pays périphériques. C'est-à-dire, vu de Tokyo, Ottawa et Washington, l'histoire de l'Europe marche très mal. Nous sommes en crise, endettés. Alors, on va regarder quelques
quelques-unes à propos de ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe. On a parlé de cette aide importante au plan économique qui pour l'instant est promise et qui n'est évidemment pas encore arrivée au pays du printemps arabe. On va voir ici par exemple dans l'Orient le jour pour l'Union européenne une même cible, Bachar el-Assad, c'est-à-dire le président syrien. Arab Times nous dit, presse du Koweït, Saleh met en garde contre une guerre civile au Yémen. Autre pays, le Yémen, qui vit toujours une situation assez dramatique et où la vague démocratique n'a pas emporté le président, bien qu'il l'ait promis un moment. Et puis la Estrala, au Panama, sommet du G8, projet d'aide à la Tunisie et à l'Égypte, ces deux pays qui ont réussi en quelque sorte ou qui sont en train de faire cette révolution démocratique. On vient de parler de l'aide économique. Peut-être quelques réactions sur les évolutions, notamment à propos de la Libye et de la Syrie. Le fait à noter au plan diplomatique, c'est que la Russie, le président Medvedev, clairement lâche Kadhafi. Mais oui, complètement. C'est pour ça qu'on a posé... Ça, c'est un tournant quand même. C'est un tournant et attendez, il y avait sa déclaration, c'est quand même très intéressant. Non, il doit quitter le pouvoir. Non, c'est-à-dire que ce qui était très intéressant, que cette déclaration, juste avant cette déclaration, donc c'est pour ça que je dis que ces rencontres, disons, ces trucs... comme G8, peuvent être utiles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant la déclaration commune finale, où la Russie complètement lâché, disons, Kadhafi en disant qu'il doit partir et on ne va jamais accueillir chez nous. Et il a dit, Medvedev, qu'il avait la question, mais selon vous, qui peut accueillir? Il a dit qu'il y aura sans doute les pays qui vont le faire, mais surtout pas la Russie. Et qu'il a envoyé quand même son représentant, première fois depuis tout ce conflit à Benghazi, pas du tout. Donc il aura le représentant permanent de la Russie maintenant à Benghazi, c'est quand même quelque chose. Dans le fief des rebelles, disons comme ça. Et c'est vrai que c'était juste après la rencontre bilatérale qui durait 3 heures entre Medvedev et Obama. Et c'est vrai que cette rencontre, c'était peut-être le plus intéressant, surtout pour la presse russe et même américaine, dans cette histoire parce que, quand même, on ne va pas dire qu'on a eu ça en échange. C'est-à-dire qu'on soutient Libye, on a eu ça. Mais quand même, le fait que, maintenant, les États-Unis vont payer 5 millions de dollars, les États-Unis, pour... disons, Ben Laden russe, tchétchène, parce qu'ils ont mis... C'est-à-dire, on ne va pas entrer dans cette histoire-là, mais quand même, ils ont promis 5 millions de dollars pour trouver quelqu'un sur le territoire russe. Oui, d'accord. Ça, c'est quand même énorme. On va essayer de rester sur le printemps arabe, parce que mais oui, bien sûr, mais c'est lié, mais tout est lié. On peut dire, pour résumer et simplifier, que sur ce premier point, en parlant donc de la Libye et de Kadhafi, Kadhafi est isolé, il a perdu le soutien d'un dernier grand. Est-ce que la diplomatie chinoise, qui n'est pas présente à Deauville, pèse de quelque poids que ce soit dans ces affaires? Non, c'est très loin. La Chine n'a jamais soutenu Kadhafi. Kadhafi est un grand ami de la France, c'est pas un grand ami de la Chine. Il faut le dire clairement. Vous vous souvenez, la Chine avait un sommet sino-africain. Il y a 49 pays. 48 pays ont envoyé soit le chef d'État, soit le chef de gouvernement. Sauf la Libye a envoyé un vice-ministre des Affaires étrangères. Ouais. Vous pouvez voir, la Chine n'est pas un grand mentor de Kadhafi. Mais sur ce plan, je crois que le gouvernement chinois a une politique claire, c'est que il faut empêcher de massacrer le peuple, mais il ne faut pas, sous le drapeau de l'ONU, disant que pour empêcher le massacre, on envahit, on fait une guerre. Pas d'ingérence, selon la formule classique, dans les affaires intérieures d'un pays. Vu d'Amérique latine, ce printemps arabe est commenté, suivi de quelle façon? L'est-il d'ailleurs? Enfin, je peux en parler après parce que maintenant on est très proche par rapport au printemps espagnol. Mais cela dit, depuis le début de ce printemps arabe, effectivement, on a regardé ça avec une sorte de, surtout moi, d'espoir de qu'un jour les gens allaient se réveiller. Et c'est le cas maintenant. Alors on va parler en effet dans une seconde. Ziad, est-ce qu'on a entendu de l'autre côté de la Méditerranée, au sud de la Méditerranée, ce qui avait été dit, les condamnations, les lâchages qui ont été opérés autour des hommes forts encore en place? Je pense à Assad notamment. On le vit quotidiennement et très sincèrement, à part ce que peut penser Barack Obama et Nicolas Sarkozy, le reste est, encore une fois, je ne veux pas minimiser le rôle des uns et des autres, mais c'est vraiment les deux principaux acteurs. Ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est pourquoi l'objectif étant de se débarrasser de tous ces régimes autoritaires et d'arriver à créer des régimes transitionnels démocratiques viables. Donc ça, c'est l'autre partie quand même qu'il ne faut pas négliger, puisque maintenant on ne parle plus que la Tunisie et de l'Égypte qu'en termes de milliards, alors qu'il y a une vraie
je veux dire, il y a une vraie discussion sur la construction démocratique qui est vraiment difficile. Mais ce que les gens, grosso modo, comprennent pas, c'est pourquoi on bombarde les Libyens et on bombarde pas les Syriens. Pourquoi on lâche Kadhafi et pourquoi on ménage Bachar el-Assad. Pourquoi, entre-temps, on laisse les Israéliens faire ce qu'ils veulent, décider que le processus de paix il sera comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas pour les 150 ans qui viennent. Donc on voit quand même dans l'opinion publique, on n'est pas totalement... un désordre. Non, on n'est pas totalement, naïf. On voit bien qu'il y a des intérêts de puissance qui sont réels et que, par exemple, en Syrie, on n'a pas de solution de remplacement à Bachar el-Assad et puis de toute façon, ils sont peut-être un peu trop costauds pour les bombarder tout de suite et que la Libye... Et dernier point, il y a un point essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait des dictateurs ? Parce que ça aussi, c'est un tabou, c'est du non-dit, mais Kadhafi, on fait quoi? Si on le menace... les juge, non? Oui, mais alors vous attendez pas à ce qu'il parte avec ses valises à La Haye. Il va pas partir tout seul. Donc si l'aide des milliards, c'est aussi un cache-misère de la division, c'est-à-dire les Anglais et les Français sont très portés par la force, les Allemands beaucoup moins, l'Amérique fait sa guerre à sa façon, mais non trop. Et il y a des divisions formidables et sur lesquelles joue aussi, disons, la volonté de rester des Kadhafi qui restent là pour l'instant. Mais les promesses d'aide, c'est un cache-misère de la division. Vu d'Allemagne, la chancelière n'était pas très, très chaude. Disons, la diplomatie allemande n'était pas très allante, très partante pour une opération militaire, on le sait. Alors comment réagit-on maintenant? Là, le gouvernement était en phase avec l'opinion publique allemande. Et je peux vous dire que ces jours-ci, je me rappelle tous les jours d'une phrase d'Obama qui disait « c'est une affaire de quelques jours ». Ça remonte quand même très loin. Et là, la France envoie des hélicoptères, c'est-à-dire pour se rapprocher du sol. Et pour enchaîner avec ce qu'il a dit... on ne se pose pas seulement la question sur la Syrie, il y a aussi le Bahreïn, une très grande base militaire américaine. On se pose la même question pour le Yémen. Est-ce qu'on peut résoudre les problèmes du monde en laissant tomber des bombes? Et là, en Libye, actuellement, on n'est plus dans le mandat original du Conseil de sécurité qui voulait empêcher des massacres. Sinon, on est dans le changement de régime. Et ça me rappelle un ancien président américain, je dois dire. Bush, Bush, le deuxième. Mais sans faire dans le cynisme du complot international, il ne faut quand même pas oublier que les Libyens sont assis sur une fortune pétrolière et gazière, que l'Europe a un problème énergétique réel qui n'est pas une fiction et qui est pas enfin bon bref, et que si jamais l'Europe, par le biais de Nicolas Sarkozy, pouvait avoir un pied solidement installé en Libye et sur les champs pétroliers, ça arrangerait tout le monde. Alors, autre chose plus rapidement, on l'a évoqué, l'autre discussion dans les coulisses de ce sommet à Deauville, c'était le FMI. Si vous faisiez de la spéléologie, que vous n'ayez vu aucun journal depuis une quinzaine de jours, je vous rappelle que Dominique Strauss-Kahn n'est plus le directeur général du Fonds monétaire international pour des raisons que vous connaissez probablement. Donc, il faut remplacer à la tête du FMI et la grande favorite est Christine Lagarde, la ministre française de l'économie actuellement. On regarde quelques-unes rapidement. Fonds monétaire international, Christine Lagarde, favorite pour succéder à DSK. China Daily nous dit la française Lagarde convoite la tête du FMI. En Bulgarie, le roi est mort, vive la reine. Et ici, dans ce quotidien mexicain, le Mexique derrière Cartens, donc le candidat mexicain pour la succession du FMI. Rapidement, autour de cela, il semble que la candidature donc de Christine Lagarde, soutenue, je vous le disais, par les Européens et par les États-Unis, avec peut-être même un soutien de la Russie. Oui, bien sûr. Okay. Pour l'instant, oui. Bien sûr, oui. Bien sûr. La Russie maintenant, oui. Pour Lagarde, ce que... Oui, mais même la Russie était toujours pour Strauss-Kahn, ce qui dit Strauss-Kahn toujours... Stop. Ce que Strauss-Kahn... C'est pour ça, c'était une blague d'une semaine que Strauss-Kahn disait toujours que c'était le complot, disons, russo-français, Poutine-Sarkozy qui ont fait tout ça. Et cette semaine, c'était quand même pas mal, cette déclaration de Poutine qui a dit qu'il croit pas du tout à tout ce qui s'est passé à son cher Dominique. Et c'est vraiment un complot, pas possible, etc. Donc, évidemment, la Russie avec les autres pays émergents, les émergents veulent exactement. Un émergent et la Russie se rallie à un Français. C'est-à-dire que les émergents veulent quelqu'un de pays comme ça. La Russie soutient dans ces cas-là la candidature
candidature d'une Kazakh, c'est très drôle, mais bon. Mais quand même, s'il y a une vraie candidature de Lagarde, apparemment, c'est vrai, la Russie va soutenir. Bon, oui. À mon avis, Attendez, on va mettre un peu d'ordre. Paola. J'aimerais bien dire, on est très concernés en Amérique latine parce que déjà, cette insistance d'inscrire cette règle qui est un peu convenue de que ça doit se passer entre les États-Unis et l'Europe, c'est très agaçant, surtout pour le Brésil, qui maintenant a un poids très important économique et il y a son mot à dire là-dedans. D'ailleurs, Lagarde, demain, il rencontrera les autorités brésiliennes pour aller présenter sa candidature. D'une autre part, le Brésil, que c'est ça qui importe. Le Chili ne se prononce pas, les autres ne se prononcent pas. Tout le monde a dit, d'une certaine façon, que s'il y a quelqu'un qui a une, disons, force face à la crise, un technocrate latino-américain, parce qu'on est habitué aux crises. Donc, de là, c'est Carsten qui est sorti, c'est l'économiste mexicain qui a déjà siégé une année au FMI. Ça, c'est une part. Mais ce qu'on souhaite avant tout, vu de l'Amérique latine, c'est que ces processus d'élection soient un processus ouvert, où on laisse beaucoup plus de place aux pays émergents. Et qui surtout tient compte des États-Unis et l'Europe, de qu'il y a un changement dans la donne. D'ailleurs, Strauss-Kahn, dans sa gouvernance, avait donné plus de place à ces pays émergents. Exactement, voilà. La Chine a un avis sur cette question. Tout à fait, la Chine... Elle a un candidat ? Pas encore, pas encore, mais il y a un directeur adjoint qui est d'ailleurs mis sur place par Strauss-Kahn, M. Zhu Ming, qui est bien placé, mais il n'est pas, apparemment, il n'a pas... Et la Chine se rallierait à la candidature de Christine Lagarde ? Jusqu'à maintenant, je crois, à ma connaissance, non. Parce que la Chine voulait soutenir une candidature qui vient des pays du Sud, mais actuellement, il n'est pas encore arrivé là. Mais ce qui est important, je crois que c'est que avant... Bien sûr, l'Europe représente à peu près 30% de droits de vote, les États-Unis 17%. On la majorité. Oui, voilà, à peu près. Non, pas encore majorité, mais près. Mais cette situation doit être évolue parce que les pays émergents, malgré ils ne sont pas aussi riches que les pays riches, mais pour ça qu'ils sont émergents d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier que maintenant les pays riches sont très endettés. Notamment envers leurs banquiers chinois. Voilà. Moi, je pense que les pays émergents s'en foutent complètement de qui est directeur général du FMI. Tout à fait. Complètement. Ça peut être Lagarde, l'Allemand, le truc, etc. Pour deux raisons. La première, c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas besoin du FMI. C'est tous des exportateurs de capitaux. Donc, ils n'ont pas besoin de demander de l'argent au FMI. Ils ne veulent surtout pas les méthodes FMI. Le vrai débat, c'est sur la gouvernance économique mondiale, sur comment on gère le système global planétaire, sur comment on et quels sont les clients du FMI aujourd'hui. Les premiers, c'est les Européens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les Grecs, c'est les Espagnols, c'est les Italiens, peut-être demain, c'est les Américains, s'ils avaient le sens de l'humour, pourraient demander des rallonges au FMI. Donc je pense que franchement, le fond de cette organisation, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la règle du jeu globale et l'inclusion des nouvelles puissances financières comme la Chine, comme le Brésil, comme la Turquie, comme l'Inde, etc. Comment elles jouent, leurs cartes, acteurs, compétiteurs. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Mais sur un point, il faut comprendre aussi, c'est que le changement de système monétaire international doit être géré par le FMI. Et dans ce cas-là, directeur des FMI doit être très important. Je crois que cette fois-ci, si c'était européen... Vous êtes des très mauvais joueurs sur ce terrain-là, puisque vous avez une monnaie qui est totalement sous-évaluée, qui entraîne à peu près, qui fait marcher votre économie. Donc vous n'avez pas non plus besoin que ça change beaucoup, tout ça. Vous êtes bien dans ce système. Alors, on poursuit le tour de table. Madame Merkel a dit tout le bien qu'elle pensait de Christine Lagarde. Donc un soutien d'Allemagne. L'Allemagne soutiendrait Lagarde. J'ajouterais que... Si c'est un homme d'un pays émergent, un Brésilien ou un Mexicain qui suit exactement la même logique qu'une femme européenne, moi, je fais le choix d'une femme à la tête de cette organisation. Ceci dit, je parle d'une pensée unique qui ne va pas changer entre le Mexicain et la Française. L'Espagne a un mot là-dessus, se rallie également. Oui, mais les points de vue, on revient toujours aux mêmes questions. La question essentielle, c'est pas monsieur ou madame, français ou francophile, c'est la question de la gouvernance. Et derrière ça, il y a pas mal de nuances de la personnalité socio-démocrate plus ou moins prononcée de DSK et madame Lagarde qui passe pour être une libérale fortement libérale. C'est-à-dire pour les pays qui doivent demander de l'argent, c'est pas pareil.
Alors, 3 dessins autour de ce G8 qui s'est donc déroulé à Deauville, une ville où il y a, je vous le rappelle, des casinos. En tout cas, il y a un grand casino. Alors, ça a inspiré Michel Kishka qui nous dit, vous voyez, ils sont en train de... Je mise tout sur le printemps arabe, dit Obama en mettant une somme, et moi sur mon futur bébé. Vous voyez, Vadim en effet allusion à la grossesse de Carla Bruni. Deuxième dessin de dilemme, celui-ci. Le G8 veut une chute rapide de Kadhafi et Sarkozy aurait une idée. Il faut envoyer des troupes au sol et les troupes, ce sont des femmes de ménage. Voilà, allusion aux affaires en cours pour Dominique Strauss-Kahn. Je vous rappelle d'ailleurs, où je vous l'indique, qu'un ministre français, un ministre du gouvernement français, a dû démissionner aujourd'hui pour des raisons assez proches. Et naturellement, ils sont les deux présumés innocents tant que l'enquête n'a pas avancé. Et puis ce dessin de dilemme à propos de Kadhafi, l'OTAN intensifie ses attaques en Libye. C'est un véritable troussage de dictateurs, oui, allusion également à ce qui avait été dit à propos de l'affaire DSK en matière de troussage. On change de thème, on va non pas dans un sommet, mais on va dans la rue. On va en Espagne avec une interrogation. Que se passe-t-il exactement actuellement dans les principales villes? On peut penser à Madrid ou à Barcelone plus exactement, où ici ces images ont été prises. Des milliers de personnes depuis plus d'une semaine défient véritablement le pouvoir. Et il y a eu des buts de répression, puisqu'une centaine de personnes, plus d'une centaine de personnes ont été blessées au cours de l'évacuation par les forces de l'ordre, dont 27 policiers. Ces jeunes ou moins jeunes que vous avez vus en Espagne, on les appelle les indignés, ou plutôt ils s'appellent les indignés, une référence au livre du français Stéphane Hessel, tiré déjà à plus de 3 millions d'exemplaires, un livre qui s'appelle « Indignez-vous ». Alors, question, on va ensuite faire le tour d'horizon, les réactions internationales. Que se passe-t-il en Espagne? On va regarder la une de votre journal, Juan Pedro, ABC. L'Espagne a voté contre le changement en mettant une sérieuse raclée, en effet, aux socialistes au pouvoir qui ont perdu beaucoup de villes et qui sont dans une déroute électorale majeure. El Mercurio au Chili nous dit vague conservatrice sur l'Espagne. Les socialistes subissent une débâcle sans précédent. Nous allons en Allemagne où on nous parle de la République du Soleil pour cette révolution espagnole. En Pologne, la révolte des indignés, avec toujours cette photo des manifestants. Et en Espagne, El País, la police catalane a chargé les manifestants à Barcelone, faisant, je vous le disais, des blessés. Alors, Juan Pedro, que se passe-t-il? On a l'impression d'un séisme politique, puisque les socialistes au pouvoir, qui ont surfé sur les victoires, élections, réélections, qui incarnaient une modernité, une jeunesse, là, les jeunes n'en veulent plus. Visiblement, c'est la droite qui a gagné ces élections. Et d'une façon plus générale, on a l'impression que c'est un système politique, une gouvernance qui est rejetée. Plus qu'un droite-gauche. La crise politique est évidente. Les socialos perdent, la droite gagne, c'est évident, rien à rajouter. Derrière tout ça, il y a 3 crises graves. Crise de l'État. Les jeunes, 30% des électeurs espagnols ne se reconnaissent pas dans l'État espagnol. Il y a une crise de la représentation sociale, les jeunes, les abstentions, c'est trop de monde, les Espagnols ne reconnaissent pas bien le système politique espagnol. Il y a une crise des valeurs de la corruption rampante, que c'est la corruption à l'État, et crise qui va de la gauche à la droite par tous les gouvernements. C'est trop de crises, et sur ce point, disons, les jeunes et moins jeunes qui sont décidés de s'installer dans la rue, au-delà du changement immédiat, c'est une crise des valeurs extrêmement grave, et quelque part c'est un grand espoir dans la mesure où derrière ça, si demain le changement du monde, le changement de l'Espagne ne va pas être une réalité, c'est dans quelques mois, dans quelques années qu'on va voir les fruits de la révolte pacifique aussi, parce que la force, c'est l'État. On voit quand même l'État qui envoie les forces de l'ordre. Il y a une grande sagesse de la part de ces étudiants qui ne répond pas, il reste calme, reste cool, et nous voulons dialoguer. Et la droite qui semble avoir gagné par défaut, puisqu'il y a un rejet très fort de la gauche actuellement au pouvoir. On verra bien par la suite. On verra en effet. On sait que la Chine, ça avait regardé, peut-être en se posant des questions, le printemps arabe, ces manifestations. Nous disions tout à l'heure que le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, allait même être traduit en chinois. Est-ce qu'on peut s'attendre à des effets de contagion dans des pays où la démocratie s'exprime d'une façon différente? Vous voyez que je le dis par euphémisme quand même. Oui, je crois que j'ai répété plusieurs fois, c'est que la grande différence entre la jeunesse chinoise actuelle et la jeunesse arabe, y compris même la jeunesse européenne, c'est que
les Chinois croient en leur avenir. Ils ont en plein espoir. Ils pensent que leur avenir est... Peut-être que les Espagnols aussi croient en leur avenir. Non. Selon les informations que j'ai... plusieurs chaînes de télévision françaises, il dit interviewer des gens sur place, ils sont ni pour droite ni pour gauche. Ils veulent leur avenir. Ils veulent leur avenir. En Chine, il n'y a pas... Vous dites la jeunesse chinoise, elle adhère totalement au système politique, elle n'a aucune raison de se... C'est pas tout à fait ce qu'il dit. Excuse-moi, Philippe. Il dit les gens croient en l'avenir. Alors, ils sont peut-être pas d'accord avec le système politique, mais ils ont une perspective de trouver du boulot, de s'insérer dans le monde, etc. On n'a pas besoin de faire la révolution aujourd'hui. On a besoin de travailler pour avoir une avenir. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas là la question, parce que c'est très difficile. Tu peux faire la révolution en croyant à l'avenir aussi. Oui, c'est très bizarre. Parce que tu crois en l'avenir. C'est très bizarre. Tout le monde veut que la Chine ait une révolution de couleur, mais il n'y a pas de révolution en Chine. Pourquoi? C'est parce qu'en Chine, tout... Il y a eu Tiananmen quand même. Ah oui, il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, c'est pas aujourd'hui. Non, mais la situation socio-économique est évidemment différente. Il y a, pour les jeunes en dessous de 25 ans, en Espagne, il y a 45% de chômage. C'est énorme. C'est la moitié d'une génération qui est dans la rue, et c'est une moitié de la... et c'est entre ces jeunes dans la rue, il y a beaucoup de jeunes qui sont hautement spécialisés, qui ont fait des autres études. J'étais en Espagne le samedi avant les élections, dans une assemblée générale de jeunes sur une place publique à Plaza d'Espagne. Elle s'appelle à Palma, à Mallorca. Et eux, ils avaient rebaptisé cette place d'Islande, parce qu'en Islande, les gens ont voté contre un refinancement des banques par le contribuable. Et moi, j'ai trouvé que ces jeunes-là étaient d'un côté très déçus par les deux grands partis qui mènent des affaires espagnoles, mais de l'autre côté, qui sont très orientés vers le futur, qui ont une perspective. Et ça m'a fait, juste une remarque de plus, ça m'a fait penser aux images que j'ai vues de l'Égypte, de la Tunisie et du nord des États-Unis, de Wisconsin, où on parlait de démocratie réelle aussi. Alors, lorsque l'on parle d'un printemps européen, imaginable ou non en Allemagne? La situation économique, encore, en Allemagne, elle est très différente. J'ai bien noté ça. Mais c'est parce qu'on a vu, par exemple en Grèce, quelques regroupements à Paris. Mais parce que les pays de l'Europe du Sud sont en proie à une crise très grave. Au-delà des crises de valeur du système de la représentation, 45% de chômage, situation de faillite, il n'y a pas d'avenir. Une des choses en Tunisie et en Égypte, les gens ils sont sortis dans la rue. Pourquoi? Évidemment, il y avait l'incarnation de la dictature, mais la dictature, elle était surtout prédatrice sur le plan économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir, on ne peut pas s'inscrire dans la durée, on ne peut pas espérer construire des familles, on ne peut pas... Donc tout ça, ça joue. Et je pense que dans un pays comme l'Espagne, surtout, où pendant des années on a cru à un miracle, notamment immobilier, ça a été financé par d'autres manières, mais l'Espagne c'était aussi un exemple pour plein de gens. Comme l'Irlande. Comme l'Irlande, comme la Grèce, on se disait ces pays, c'est des gens qui sont sortis. Et on voit la jeunesse qui effectivement ne se reconnaît pas dans le système de gouvernance. Merci de me traduire, c'est sympa. Mais j'essaie effectivement. Je ne traduis pas, je synthétise, cher ami. Vu d'Amérique latine, cette mobilisation énorme. Je pourrais même anticiper l'automne chilien, d'une certaine façon. Mais, oui, parce on enregistre. Si, non. Croyez-moi. En fait, depuis le début du mois de mai, et je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous mets au courant, et le gouvernement chilien a approuvé un projet de barrage énorme en Patagonie. Hydroaicén, ça s'appelle. Depuis, personne n'en parle en Europe parce qu'on s'en fout complètement, mais moi, j'en parle. Et ces projets de barrages a fait mobiliser toute une génération qui, à mon sens, et très tristement, j'ai regardé avec une air de me dire allez-y, quand vous allez vous réveiller. Et maintenant, 120 000 personnes dans la rue, dans moins d'un mois dans les rues de Santiago, pour protester contre ces points de barrage. On s'est rejoint avec les Espagnols dans un sens. Les réseaux sociaux, ils font son travail. Les jeunes, ils ne se retrouvent plus jamais dans les institutions politiques. Il n'y a pas des leaders charismatiques. Il y a toute une masse, toute une démocratie citoyenne dans laquelle on commence à en parler maintenant. Et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous disiez que parce que tout va bien, je ne crois pas à l'avenir. Pas du tout. Au contraire, quand vous faites la révolution et que vous avez
un espoir dans votre futur, vous bougez vos fesses. Et c'est ça ce qui se passe maintenant au Chili. Les gens, ils sont décidés de sortir dans la rue, de dire... Vous avez un des régimes les plus démocratiques d'Amérique latine. Mais pourquoi d'un seul coup ce n'est pas la démocratie qui compte. Non, mais on parle du Chili. Philippe. Oui, mais pas parce que... Excusez-moi, pas parce qu'il y a... Les gens voudraient renverser la démocratie chilienne, qui est un exemple... C'est pas renverser la démocratie. Au contraire, justement, il y a différents objectifs là-dedans. C'est juste dire, moi, je ne suis pas d'accord. Et disons-le clairement... L'expression citoyenne, d'accord. Le néolibéralisme au Chili, qu'est-ce qui a fait que les gens, ils pensent qu'à son nombril et à sortir les sous pour payer les dettes que chacun a. Donc, vous nous dites... Donc, excusez-moi. Et dans ces perspectives-là, l'idéologie, elle a complètement passé des côtés. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils se retrouvent à côté d'un autre et disent « Ah, moi aussi, je veux une vie meilleure. » Pas seulement au niveau de fric, au niveau de bagnole, au niveau des super voitures. C'est pas ça ce qu'ils veulent les gens. C'est effectivement faire entendre sa voix. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est en train de se passer. D'ailleurs, ça me révolte complètement. Il y a un détail, à mon avis, extrêmement important. C'est, disons, la dimension au-delà de l'Espagne. Les gens, les Espagnols de Majorque regardent vers l'Islande, à Madrid on regarde vers les Caire, et dans les petits manifs qui se répètent depuis une dizaine de jours à la place de la Bastille à Paris, il y a plein de femmes musulmanes voilées. Aucun journal et aucun radio ni télé français les souligne. Mais c'est souligne. Ce n'est pas grave ni important. C'est significatif que le mouvement va au-delà des villes espagnoles. Il y a une sorte de soif d'autres réalités, d'autres avenirs, d'autres systèmes de représentation. Et les Espagnols regardent vers l'Islande, l'Islande regarde vers la Grèce regarde vers l'Europe, les Chiliens regardent vers l'Espagne. Il y a quelque chose de la mondialisation et de désespoir. Pour vous, ce mouvement va durer? Il va modifier la gouvernance espagnole? Mon sentiment, c'est que les mouvements ont déjà gagné au-delà, qui vont rentrer demain ou après-demain dans leur maison. C'est un mouvement de fond, c'est un espoir, c'est une révolte. Les femmes regardent, montrent. Hier, j'étais à la Bastille et en France, donc la Bastille, une grande place de Paris. L'image que je trouvais plus poignante, c'est une mère célibataire qui était en train d'écrire en français et en espagnol ces petits mots contre l'État, pour les peuples, pour l'autogestion et la liberté. Elle a essayé d'apprendre à écrire à son enfant, à son bébé, avec ces mots. C'est quelque chose d'extrêmement important. Les fruits de la révolte vont se donner demain, après-demain, l'année prochaine. Mais le problème de tous ces mouvements aussi, c'est que, excusez-moi si je fais un peu le réac de service sur le plateau, c'est que ça manque un peu de force de proposition. C'est-à-dire que tous ces mouvements sont dans un espèce de refus du système existant, ils sont sans leader, sans structure. Et il n'y a pas derrière un discours de proposition. Moi, je veux bien qu'on change le monde, mais qu'on me dise comment on change le monde. Étape numéro 1, étape numéro 2, vers quoi on va. Parce que vous n'êtes plus jeune. Non. Je prends. Attendons voir ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Léniniste, qu'il y a un leader, un parti, un procès, il y a une tradition de la révolte libertaire. Merci pour la transition. Je vais poser la question à Vadim, qui va terminer avec nous cette émission. Y aura-t-il un Lénine qui va se lever? Encore plus réac que Ziad. Parce que chez nous, encore plus réac. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, chez nous, quand on regarde ça, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Parce que chez nous, le libéralisme, disons comme ça, est si puissant que chez nous, tout le monde pense à son fric, à son argent, à son avenir. Je me rappelle juste un truc, quand il y avait cette crise de CPE, contrat premier, embauche en France. Les Russes ne comprenaient pas comment ils sortent dans les rues, c'est quoi ce délire, pourquoi elles se débrouillent pas, etc. Mais pourquoi elles veulent pas. Et encore une chose, ça je serais peut-être encore plus réac, c'est du genre que malheureusement, mais ça c'est malheureusement, mais la conscience politique des Russes, malheureusement, ici, aujourd'hui, c'est presque zéro. Et c'est vrai que tout ce qu'on peut avoir chez nous, c'est les protestations sur Internet. C'est vrai, il y a plein de mouvements, carrément des mouvements, il y a des leaders. Par exemple, il y a des leaders sur Internet, tout le monde connaît leur nom, etc., qui organisent les manifestations comme ça, mais pas dans la rue, parce que les gens ont peur et la conscience politique est zéro. Merci pour cette conclusion. Donc, culte de l'individualisme plutôt en Russie, pas de mouvement collectif structuré. Alors, à propos de l'Espagne, ce destin de dilemme, vent de révolte sur l'Espagne, dégage
Désolé, je ne comprends pas l'arabe. Dégage, c'est effectivement le mot que l'on voyait en Tunisie notamment et en Égypte pour inviter les hommes forts à partir. Je vous montre une image d'un petit kiosque pris en Espagne, cher Juan Pedro. Ici, il n'y a personne dans la rue. Il n'y a personne. Ah bah, c'est peut-être pris très tôt. C'est mon petit pays. Je suis né là. À Murcia. Ouais. Voilà, c'est votre petit pays. Je vous offrirai cette photo où vous ne repartirez pas les mains vides. Voilà, on reste naturellement en contact toute la semaine. Vous connaissez les sites sur lesquels poursuivre notre dialogue. Vous pouvez revoir l'émission à tout moment sur ce site, nous écrire, réagir, faire des propositions et nous attendons vos commentaires. Merci de votre fidélité. On se retrouve ici même à la même heure la semaine prochaine et à tout moment sur le site.